Aujourd'hui, le pilote de... Tu penses qu'il va venir? Bien sûr qu'il va venir, il a dit qu'il nous protégerait. Ça fait 2 jours que l'on attend, là, près de cet arbre, et nous ne l'avons toujours pas vu. Tu veux que je te rejoue cette jolie balade que je connais à la guitare sèche? Si tu veux que je me pende à cet arbre avec ma ceinture, vas-y, joue. Là-haut, là-haut, très loin dans l'espace. Ta gueule! Crois-moi, Alcor, il va venir. En attendant Goldo, un dessin animé librement inspiré par Samuel Beckett. Alors voilà, tu vois, c'est le principe. C'est en gros des références geeks mélangées à des œuvres littéraires incontournables, telles Godot là. Et tu vois, c'est un mélange humour-culture, un peu comme Bigard. Non. 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 Ok, je comprends. Chier! Bonjour, vous êtes dans 101%. C'est aujourd'hui ma deuxième émission, plutôt mon deuxième tournage. Pour vous, c'est la 5e. Je suis confus. On dit souvent que la deuxième est pire que la première. Je crains que ça s'avère juste une fois encore. Vous êtes partis pour me supporter un petit peu longtemps. Désolé. Nous allons tout de suite enchaîner par le sommaire du 101%. Le sommaire qui commencera par une superbe interview de Katamari Forever, qui est un jeu que quand même on aime tous. Et là c'est super, ça va nous parler de la compile sur PS3 qui va sortir, qui va regrouper tous les Katamari qui a déjà existé. On enchaîne par Temps perdu, j'ai gagné. Rétro et magique de Julien Pirou. Cette fois je ne me tromperai pas. Julien Pirou, qui est sympathique hein, finalement. Allez, tout de suite les news. On poursuit notre petit tour du Festival des jeux vidéo édition 2009 avec le stand Sony. Sur ce dernier, plusieurs jeux étaient jouables, parmi lesquels l'excellent Uncharted 2, dont nous reparlerons dans un prochain reportage, mais également Heavy Rain et God of War 3, réservés à la prochaine soirée classée 18+. Et puis un certain iPad, un projet tournant autour de la réalité augmentée, se jouant sur PlayStation 3, qui nous est présenté par le très sympathique Nicolas Doucet, un Français travaillant depuis maintenant quelques temps à Londres. Alors le concept d'iPad, c'est quelque chose qui a démarré au moment où on a fait la transition vers la PS3. Donc notre background c'était iToy Play sur PS2. On avait vraiment créé quelque chose qui avait eu un impact énorme. Et on voulait recréer cet impact sur PS3. Donc évidemment, l'effet surprise de la caméra n'était plus là. Donc il a fallu quelque chose de beaucoup plus puissant. Donc le concept d'iToy Play, c'était de mettre le joueur dans un monde virtuel, de laver les vides, de combattre des ninjas. Et donc pour la version PS3, pour le concept sur PS3, on a renversé ça. En fait, on a amené un animal virtuel dans le monde réel. Donc ça, il y a tout un tas de challenges quand même avec ça, parce que c'est quand même pas simple. Mais aussi, bon, évidemment, on a eu la chance de travailler d'abord avec une équipe fantastique, et puis aussi avec la PS3, donc les capacités de la PS3 et la nouvelle caméra, la PlayStation Eye. Donc avec tout ça, le concept d'iPad a pu prendre forme. Le concept de la créature, c'est parti de beaucoup de recherches. Et au début, en fait, on voulait faire en sorte que la créature ressemble à son maître. Donc on voulait utiliser la caméra pour un petit peu injecter de l'ADN dans la créature. Donc on a fait beaucoup de recherches et en fait, on s'est rendu compte que c'était quand même difficile d'avoir une créature qui soit tout le temps mignonne quand elle est basée sur des traits humains, parce que l'animal et l'humain mélangés, ça fait quand même un mélange assez bizarre, quoi. Donc au fur et à mesure, on a un petit peu, on a réduit cet aspect. On s'est focalisé plus sur le visage, mais on voulait quand même que ce soit une créature qui ait des réactions, vraiment des expressions qui ne soient pas juste comme un chat ou un chien, mais qui soient vraiment un petit peu plus marquées. Et puis aussi, on voulait que la créature puisse chanter, qu'elle puisse dessiner. Et donc il nous fallait une créature qui a des traits assez fantaisistes. Mais à côté de ça, on voulait aussi que ce soit une créature que les gens avec lesquels elles puissent s'identifier. Et donc on est retombé sur des traits qui sont un petit peu plus comme un chaton ou un chien ou un singe. Donc au final, c'est un amalgame, c'est ce mélange de traits en fait qui a donné naissance à la créature elle-même.
Alors ensuite, par-dessus, on a eu un rêve un petit peu, c'était de faire de la fourrure en temps réel, comme dans les productions comme Pixar par exemple. Et donc au début, c'était quand même jamais fait dans les jeux vidéo, donc on a posé ses bases. Et on a une équipe technique qui a beaucoup de talent, et grâce à eux, on a réussi à avoir cette fourrure aussi. Donc tout ça ensemble, plus des animations qui sont vraiment de haute qualité, on a réussi à ressortir avec une créature qui soit vraiment à laquelle tu crois. La base du concept d'iPad, c'est vraiment d'interagir avec lui comme tu interagis avec un animal domestique. Donc tu peux, puisque tu te vois dans le salon avec la caméra, tu peux toucher l'iPad, le caresser, tu peux le pousser par terre. Tu peux aussi, si tu agites un jouet en l'air, il va sauter, essayer de l'attraper. Tu peux aussi t'amuser en fait à le pourchasser sur le sol. Donc vraiment à la base, c'est vraiment avoir des réactions comme ça qui sont naturelles. C'est de la réalité augmentée, c'est le terme technique. Nous, on appelle ça de la magie, mais bon, c'est de la réalité augmentée. Donc on utilise la carte magique qui est vendue avec le jeu. Donc cette carte, on la met au sol, la caméra la reconnaît et on sort. Et ensuite, des jouets magiques viennent se greffer sur la carte. Donc on a vraiment l'impression de tenir ces jouets virtuels dans la main. On peut aussi tenir la carte par derrière avec ce manche. Donc quand on donne sa douche à l'iPad, la douche apparaît comme si on avait le pommeau de la douche dans la main. Et donc on peut le doucher, lui sécher les cheveux. Et donc c'est ça, la réalité augmentée, c'est vraiment un petit peu effacer la ligne entre le virtuel et le réel. Chez Nintendo, on retrouvait les mêmes titres Wii présentés à Japan Expo à quelques exceptions près, comme le Monster Hunter Tri de Capcom, sans oublier sur DS cette fois-ci, le plus qu'attendu Professeur Layton et la boîte de Pandore. Pour nous parler du line-up Nintendo de fin d'année et de la politique de l'éditeur en général, nous avons posé quelques questions à Mathieu Minel, directeur marketing de Nintendo France. Le gros morceau sur Nintendo DS, ça va être des expériences multiples, telles que dans une semaine, Professeur Layton et la boîte de Pandore, des enquêtes, de l'animé japonais et des casse-têtes, des puzzles, donc un jeu qui s'adresse à un public très divers et qui arrive à faire réfléchir des gens qui n'aiment pas le professeur Kawashima. Merci à tous. Puis ensuite, 15 jours plus tard, on a Mario et Luigi. Voyage au centre de Bowser, le premier titre cannibale de Nintendo, puisque Bowser bouffe Mario et Luigi embête Bowser à l'intérieur de Bowser. Donc c'est un jeu qui mélange RPG et plateforme. Puis surtout c'est un titre qui a beaucoup d'humour, qui se moque largement et franchement de Nintendo, tous ses défauts. Donc on espère que les gens qui sont un peu assoiffés de Mario sur DS vont tâcher de découvrir ce titre-là. Et enfin, la fin d'année, c'est un gros morceau sur lequel on n'a pas beaucoup d'informations. C'est Legend of Zelda Spirit Tracks, qui n'est pas présent sur le salon, tellement il y a un blackout d'informations dessus. Visiblement, il va arriver assez tard, puisqu'il a été annoncé pour le 7 décembre aux États-Unis. Il n'y a pas encore date de sortie en France ou en Europe. Mais on pense que ça va être un très très bon morceau à se manger sur la fin d'année sur Nintendo DS. Et puis sur Wii, des choses un peu no life comme New Super Mario Bros Wii, du jeu 2D sur plateforme de salon en 2009, sacrilège. Mais on pense que ça va être extraordinaire. En tout cas, ça a l'air très peaufiné de la part des studios japonais qui encore une fois, un peu comme Zelda, on garde un maximum sous le pied. Je pense que tout n'a pas été révélé sur New Super Mario Bros Wii. Et puis des choses moins no life comme Wii Fit Plus, visiblement au mois d'octobre. Alors Wii Fit Plus, c'est quand même assez original dans l'histoire du jeu vidéo, puisque ça remplace complètement le premier Wii Fit. Et puis on a eu le droit, grâce à Capcom, de présenter Monster Hunter Tri, alors que les journalistes ont pu découvrir à la Gamescom en Allemagne, mais le grand public français n'y avait pas joué. Là, il ne peut pas encore y jouer en multijoueur, on n'a pas réussi à simuler un réseau qui est quand même
effectivement le sel de Monster Hunter. On pense que ça va venir à travers d'autres événements, mais ça permet de se faire une bonne idée sur un avant-goût du jeu qui, on l'espère, arrive très tôt en 2010. Chez Nintendo, vous savez, notre stratégie, c'est à l'heure actuelle avec la DS ou avec la Wii, c'est vraiment d'ouvrir le jeu vidéo au plus de monde possible. Donc on espère que chacun des titres qui sont développés chez Nintendo sont capables de faire ce travail. Et on essaye effectivement d'un point de vue commercial ou d'un point de vue marketing de développer des tactiques qui nous permettent de faire ces espèces de sauts de puce, si vous voulez, sur un cercle d'utilisateurs ou de joueurs qui n'étaient pas prévus au départ. Mais nous, franchement, on essaye de faire les développeurs japonais essayent vraiment de faire des jeux qui sont susceptibles de contenter le plus large public. Alors sous certains aspects, vous pouvez prendre des choses telles que Professeur Layton, vous pouvez le prendre à la fois sous l'aspect design animé, vous pouvez le prendre sous l'aspect enquête, un peu à la Hercule Poirot, vous pouvez le prendre aussi sous l'aspect purement casse-tête et énigme à la Dr Kawashima, et ça nous fournit plein de clés d'entrée, si vous voulez, pour parler à différents publics. On espère marier ces différents sujets avec plus ou moins d'habileté. Alors parfois très brutalement quand on sort Beyoncé pour jouer à Rhythm Paradise, ou parfois plus finement. Nous avons également pu en apprendre un peu plus sur certaines rumeurs, comme une éventuelle baisse de prix de la Wii pour cette fin d'année. Alors effectivement, il y a des rumeurs sur le net, comme quoi il y aurait une baisse de prix de la Wii suite aux baisses de prix qui ont eu lieu récemment, au repositionnement en tout cas, qui ont eu lieu à la fois sur nos concurrents de la haute définition. Nous, juste ce qu'on veut rappeler aux gens, c'est que la console la plus vieille de cette génération, c'est la DS, qui est antérieure à tout le monde et qui n'a jamais connu de baisse de prix. Donc vous pouvez vous attendre à une stratégie relativement similaire ou autre sur la Wii. Enfin, nous sommes tous d'accord sur un point important, le DSiWare doit encore faire des progrès en France. Le DSiWare en Europe, la situation est pas idéale, surtout par rapport au Japon, où c'est vraiment beaucoup plus riche. On a effectivement un goulet d'étranglement sur les approbations de concept et des versions finales, des versions Gold. Le Q&A et le testing ne suit pas en Europe. Mais on en est pleinement conscient, on sait que c'est pas satisfaisant pour les gens qui sont fans des DSiWare. On espère que ça va s'améliorer, on travaille dessus, j'ai pas encore de date, mais on est au courant, on n'est pas content non plus. Finalement t'as craqué, t'es allé sur les forums. Ouais, j'ai craqué, je suis allé sur les forums, Alex. Et je dois avouer que c'est assez jouissif. L'air de rien. Mais je vous prépare des blagues par rapport à ça. Je crois. Ça va arriver, je sais pas quand, mais il va y avoir certaines blagues. Mais sachez que j'aime le monde entier, ou presque. Enfin, au moins 2% de la population. Le reste, un peu plus de mal. Bon, c'était les news. Comme d'habitude, je sais pas de quoi étaient faits les news, donc je suis désolé, je vais pas pouvoir vous aider. Sortie minable, c'est normal, habituez-vous, c'est souvent minable. On fait l'interview Katamari Damacy parce qu'on aime les choses qui roulent, et quand ça roule, c'est beau. Alors du coup, c'est Katamari Forever, maintenant. Moi, j'aime bien quand on dit Damacy, tu vois. Damacy, ah oui, parce qu'il faut qu'on soit parfait. Un peu puriste, ouais. D'accord. Tu sais que les gens ont trouvé que j'étais hautain. Je crois qu'ils ont pas tort, quand même. Katamari Damacy est un ovni, l'un de ces jeux échappant à toute classification. Sorti en 2004 sur PS2, mais uniquement en import, il s'est finalement fait connaître du public français en 2006 avec sa pseudo-suite We Love Katamari, éditée par Electronic Arts. Le concept ? Eh bien on fait rouler une boule à l'aide des 2 sticks du paddle afin d'agglomérer sur elle les objets les plus insolites. Plus elle attrape d'objets, plus elle grossit et plus elle peut attraper d'objets volumineux. Une fois la boule terminée, celle-ci est transformée en étoile par le roi de l'univers, ou quelque chose comme ça. Totalement délirant, atypique, original, ce Katamari nous revient aujourd'hui dans une version Forever destinée à la PlayStation 3. Et pour nous en parler, nous avons rencontré le producteur du jeu qui nous explique son travail sur ce dernier.
今回は僕はプロデューサーなんですけど、ゲームのそのコンセプトとか方向性を決める仕事です。だから開発の、ディレクターたちと一緒にアイデアを一緒に出して最終決定をするのは僕の役割でした。Mais il a également connu les premiers Katamari, ceux de la PlayStation 2. 初めての塊、あと PS2 の塊、僕は営業をやっていました。日本の、ソニーのソフトの、マーケティング担当だったんです。その時の初めてのタイトルが塊でした。ソニーの日本のカウンターパートとどうやって売るかを決めたりとか、実際にあと僕はお店の担当を持ってたんで、秋葉原とかのそこに交渉行ったりとかしてました。On peut se demander quelle a été la réception du jeu à l'époque par ces messieurs du marketing. なんだこりゃってまず思いましたですぐにものすごいこれ面白い、ファニーで面白いと思いました。これをどう伝えるかをみんなですごく考えましたね。この面白さをどうやったら、誰もまだ見たこともないし考えたことないゲームなわけで、どうやったらこれたくさんの人に伝わるんだろうってことをすごい考えましたね。で実はただすっごいシンプルなことをやって、僕たちはとにかく見て触らせよう、なので体験版を作ってすっごいたくさん作って、日本中にお店とか置いてもらって、あと配ったりしてもらって、どんどん触ってもらいました。 Pour ceux qui ne la connaîtraient pas encore, nous allons maintenant procéder à un petit tour d'horizon de la galaxie Katamari. 僕はこのゲームについてはすごくいい進化をしていると思ってます。まず最初の進化でいうね、最初の塊魂は転がして大きくするっていうゲーム。次はそれをとんでもなくたくさんのルールを作った。それはすごく良いと思う。で次に PSP 版を出したんですけど、これもやっぱりコンセプト全然変わってないんだけど、どこでもできるっていう、それだけ、これも僕はいいと思って。で Xbox360、これもやっぱり転がして大きくするってだけなんだけども、とんでもなく大きなエリアでものすごい数のものをどんどん巻き込める、しかもシームレスにっていう、すごいすごく世界が広がった感じにしてて、これも僕はすごい正しい進化だと思ってます。で PlayStation 3もちょっと作りたいよねって話をしていて、じゃあ何がいいんだろうって時にちょっと一回ちゃんと全部反省してみたんですね。そうすると意外とまだまだ知ってるけど買ってない人がすごい多いなっていうことと、特にそれってヨーロッパでもしかしたらチャンスを逃してる可能性があると僕は判断して、今回のコンセプトを作ったんです。 Et parmi les nouveautés de ce premier Katamari sur PS3, en 1080p s'il vous plaît, on trouve un nouveau look, le jeu étant désormais en cel shading. もともとポリゴンのゲームですごく絵本っぽいのがいいって言われてたんだけど、それをもっとせっかく PSP に PS3 も力があるんだから、いろんな表現できないかな、いろんな絵本っぽくできないかなって考えてやったんですね。なのでそれに引きずられてというか、コンセプトにつながってるんだけど、ゲームを選ぶセレクト画面も飛び出す絵本にしたりとか、すごく絵本な感じにしています。 Et voilà, c'est promis, on vous reparlera très vite de ce Katamari Forever, que ce soit dans 101% ou dans Autoplay, pour aborder le remarquable travail effectué sur les musiques de ce dernier volet de la saga Mali. Katamari Damacy, j'aurais été un petit peu plus sportif, je vous aurais fait la roulade et le machin pour symboliser le monde qui tourne et qui roule, qui n'amasse pas mousse ou... Bon, je sais pas, temps perdu. Si on perdait un peu de temps, tiens. Ouais, on va perdre un peu de temps. Temps perdu.
Bonjour, c'était super, c'était génial. Vous voilà unis pour la vie, vous, votre femme et vos 6 enfants. Alors que faire durant vos heures supplémentaires? Bien du temps perdu. Chaque semaine, c'est la même chose. Je regarde 2 ans en arrière et je me dis tout de même quelle belle aventure que No Life. Mais bon, revenons à nos moutons, à notre speak, bref, à nos jeux. Cube Colossus est un super shoot. Mais saviez-vous que nous avons fait une spéciale shoot'em up il y a quelques mois? Une émission pas mal du tout, avec plein de boulettes, de zigzags et de tirs sur des trucs qui bougent. Ah là là, ça serait quand même super de pouvoir la revoir. Hein. Mais je vous prie de m'excuser, je m'éloigne un peu. Reprenons. Sonic 2 est un RPG comme on n'en fait plus. Enfin, en même temps, des RPG, on en aura vu en 2 ans d'émission. Ah bah si, je vous jure. Plein, tout plein. Bon, je ne pourrais pas vous les citer tous comme ça, mais s'il était possible de revoir les temps perdus des années précédentes, vous vous en rendriez compte très rapidement. Mais bon, une fois de plus, je m'égare, pardon. Money Size est un jeu. Non mais en plus, faut voir, avec en moyenne 3 jeux par semaine depuis le début de temps perdu, ça fait presque 240 bouffes-temps chroniqués. C'est quand même pas rien. D'ailleurs, je serais curieux de savoir quel est le nombre exact de jeux. Je me demande si un jour il sera possible de revoir d'un bloc tous les temps perdus. En plus, ça en fait un paquet, hein, je pense. Ça prendrait du temps. Et ça tomberait d'ailleurs assez bien, puisque il ne faut pas oublier que, pour gagner plus, jouer plus, et abonnez-vous aussi de No Life. Temps perdu, c'était avant, maintenant c'est rétro et magique, pour pas faire RAM mais REM. C'est ça que tu voulais me dire? Mais REM, c'est un groupe de musique, je suis désolé Alex. Donc tout de suite, REM. Et REM, c'est aussi une instruction de basique pour donner des instructions. C'était exactement à quoi je faisais référence. Ok. Une fois n'est pas coutume, nous n'allons pas parler d'un jeu dans Retro & Magic, ou du moins pas tout à fait. En 1994, le développeur ClickTeam allait en effet rendre possible le rêve de nombreux joueurs en proposant un logiciel révolutionnaire permettant de créer ses propres jeux vidéo, Click and Play. Click and Play a été imaginé par François Lyonnais, un programmeur français déjà connu pour avoir créé les langages AMOS Basic pour l'Amiga et STOS Basic pour l'Atari ST au début des années 90. Ces langages étaient déjà pensés pour permettre la création de jeux vidéo à des personnes sans réelles compétences en informatique. Click and Play, sorti sur PC en 1994, est la suite logique de cette philosophie. Le principe de Click and Play est simple et se déroule au travers de 2 écrans. L'éditeur de scène qui permet de déposer décors et objets graphiques, et l'éditeur de scénario qui permet de scripter les événements du jeu. Nous employons ici le terme scripté pour des soucis de compréhension, mais la grande force de Click and Play est justement que l'utilisateur n'aura jamais à taper la moindre ligne de code. Tout se fait en effet au travers d'une interface graphique en forme de tableau, listant les objets présents dans la scène mais aussi des mécaniques de jeu simplifiées. L'utilisateur peut alors créer des événements affectant l'un ou l'autre de ces objets et de ces variables en cliquant dans les cases appropriées. Ce principe est suffisamment accessible et explicite pour permettre à un enfant de 10 ans de concevoir des jeux au principe simple, comme des jeux de plateforme ou des shoot'em up basiques. L'auteur de cette rubrique est d'ailleurs très déçu de n'avoir pas pu retrouver ses disquettes de l'époque pour vous le prouver. Avec un peu plus d'expérience, il était possible de se lancer dans la création de véritables jeux d'aventure, voire même, soyons fous, d'un clone de Zelda en bonne et due forme. Évidemment, Click and Play était livré avec une sélection de jeux préconçus pour illustrer les capacités du soft. Comment oublier l'excellent Romeo. Clone de Donkey Kong où Roméo doit sauver sa Juliette des griffes d'un Mephisto lanceur de tartes. Click and Play proposait également des bibliothèques relativement bien fournies d'objets graphiques en tout genre. Mais il était bien sûr possible de créer ses propres graphismes grâce à l'interface incluse ou en les important depuis un logiciel tiers.
L'importation de musique et d'effets sonores était également possible, même si à l'époque, elle se limitait au format Wave et MIDI. Le software permettait aux créateurs de jeux de distribuer librement leurs jeux en freeware. Les développeurs souhaitant vendre leurs jeux devaient en revanche acquérir une licence auprès de ClickTeam, comme pour un moteur de jeu classique en somme. La grande force de Click and Play était d'avoir su trouver son équilibre entre simplicité et possibilité, lui permettant de séduire un grand nombre de créateurs en herbe à une époque où les éditeurs de niveau directement inclus dans les jeux n'étaient pas quelque chose de très répandu. Pour beaucoup, KNP aura été leur premier contact avec le monde merveilleux du game design. Le succès rencontré par Click and Play, édité par Maxis aux États-Unis et par Europress et Ubisoft en Europe, donna naissance à toute une famille de logiciels déclinant son concept, la série Click. Celle-ci inclut les successeurs directs de KNP, The Game Factory et The Game Factory 2, mais aussi des logiciels de création multimédia plus complexes comme Multimédia Fusion. On m'a dit que c'était super, c'était Retro and Magic, incroyable. C'est la fin. Demain, devinez qui c'est. C'est notre ami Benoît. Et Benoît, autant de vie, bon, ça c'est du passé. Benoît, c'est toujours du présent, donc je dois lui faire un peu de lèche. Benoît, je t'adore, je t'aime. Et dans 2 semaines, je suis sûr qu'on va présenter une émission ensemble, tu vas voir, ça va être magique.